Navi Rajou, bonjour. Vous êtes expert en innovation et en leadership. Vous avez été classé parmi les 50 penseurs en management les plus influents au monde. L'un de vos TED Talks sur l'innovation frugale a d'ailleurs atteint plus de 2 millions de vues. Vous vous intéressez beaucoup au sujet du partage interentreprise, de la coopération B2B. Pourquoi la coopération B2B est-elle devenue si stratégique aujourd'hui ? La raison est tout simple, ça se résume à un mot qui est complexité. Aujourd'hui, on est dans un monde d'entreprise qui est devenu très complexe. Les besoins d'utilisateurs sont devenus très complexes. La technologie, les innovations technologiques augmentent la complexité. Et puis finalement, il y a la double urgence sociale, écologique, qui fait qu'une entreprise individuelle, même si c'est une grosse entreprise du CAC 40, n'a pas en interne, ne dispose pas en interne toutes les ressources idoines pour pouvoir répondre de façon compréhensive à ces challenges que je viens de citer, qui sont de nature démographique, technologique, sociale et écologique. D'où l'importance justement d'avoir l'humilité pour s'ouvrir au monde extérieur et aller quelque part solliciter de l'aide, je dirais, ou du moins s'engager dans une coopération avec d'autres acteurs pour former des écosystèmes qui puissent co-créer des solutions intégrées de bout en bout, pour répondre de façon compréhensive à ces challenges qui sont multidimensionnels. Et alors, justement, comment les entreprises peuvent-elles développer cette coopération B2B ? Alors, moi j'appelle ça le muscle de coopération, parce qu'effectivement, comme on va au gym tous les jours pour développer un muscle, c'est quelque chose qui ne se matérialise pas jour au lendemain. Donc la recommandation toujours, c'est commencer de façon modeste. Et dans mon rapport sur le partage de B2B que j'ai publié avec le think tank Terra Nova, j'ai créé en fait une feuille de route, ce qu'on appelle un modèle de maturité, pour aider les entreprises à comprendre qu'elles peuvent commencer par exemple à partager des déchets avec d'autres entreprises avant de partager des actifs physiques, ça peut être des bâtiments, des locaux, des véhicules. Ensuite, elles peuvent mutualiser leur pouvoir d'achat. Elles peuvent apprendre à partager peut-être des actifs intangibles comme des clients, des employés, avant de s'engager dans un partage qui est beaucoup plus audacieux, qui peut être le partage de propriété intellectuelle ou voire même le soft power. Donc l'idée, c'est de pouvoir ramper avant de marcher et courir dans cette création exactement de partage et de collaboration B2B. Et en même temps, il faut savoir que la bonne nouvelle, si je peux utiliser cette expression, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience tellement consensuelle, collective, sur le plan social et écologique. Il y a aussi donc urgence de développer. Donc non seulement les entreprises doivent développer, mais elles doivent développer rapidement ce muscle de coopération B2B pour répondre collectivement à cette double urgence sociale et écologique. Alors, quels sont les enjeux, sous-jacents ? Alors, les enjeux sous-jacents sont triples. Il y a économique, social, écologique. Et les Nations Unies ont identifié les 17 objectifs de développement durable, les ODD, qui visent à co-créer un monde meilleur qui serait à la fois inclusif, durable et plus sain. Et je dirais donc effectivement, les enjeux sont déjà connus. Ce qui ne s'est pas fait aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas fait un lien direct entre ces enjeux économiques, écologiques, sociaux qui ont déjà été définis avec les 17 ODD des Nations Unies et ces nouveaux modèles de collaboration qu'on vient de discuter, que ce soit le partage B2B ou l'innovation ouverte. C'est parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que, et c'est un peu le drame aujourd'hui, particulièrement en France, c'est qu'on parle par exemple des entreprises à mission, on parle de la politique RSE. Donc chaque entreprise, en fait, de façon sincère, authentique, s'engage dans des programmes qui visent à répondre à ces enjeux-là. Mais chaque entreprise fait ça de façon individuelle. Et donc on crée des écosystèmes, mais un écosystème avec un drapeau, comme j'appelle, planté dessus, qui est le logo de l'entreprise, quoi. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est de s'associer en groupe avec d'autres entreprises. Alors je pense par exemple au programme Noé qui a été lancé par Danone ou d'autres initiatives où effectivement les entreprises réalisent que ce sont des enjeux communs, universels, d'où l'importance effectivement de ne pas mener une politique RSE de façon individuelle, mais pouvoir créer des programmes communs où on mutualise nos ressources tangibles et intangibles pour adresser ces enjeux qui finalement sont pertinents pour toutes les entreprises.
Alors, on parle beaucoup des bénéfices liés à la coopération B2B, mais est-ce qu'il y a des risques aussi? Certes, il y a des risques. Par exemple, si vous imaginez maintenant, vous voulez partager vos véhicules, ou vos bâtiments ou vos locaux avec d'autres entreprises. Si jamais il y a un problème quelconque, effectivement, sur le plan légal, ça vous affecte quand même, parce que la propriété vous appartient de ces biens que vous partagez, quoi. Donc, il y a des aspects légaux à gérer en termes de risques. De la même façon, vous partagez propriété intellectuelle avec des concurrents, c'est possible effectivement qu'ils en abusent, qu'ils développent des produits qui sont des concurrents directs, concurrence directement avec vous. Donc effectivement, il y a des risques. Mais moi, je crois que le jeu vaut en chandelle parce qu'effectivement, malgré les risques, les gains à réaliser sont tellement énormes, à la fois sur le plan économique, social et écologique. Je crois qu'on peut prendre des risques calculés pour pouvoir effectivement minimiser les écueils possibles, les dérives possibles et capturer ces opportunités qui vont être énormes. Est-ce qu'il y a encore des réticences finalement de la part des entreprises à coopérer avec d'autres entreprises ou est-ce que vous avez observé une évolution des mentalités? Alors, c'est assez intéressant parce qu'au sein des entreprises, je vois une attitude qui est un peu schizophrène. C'est-à-dire que les jeunes de moins de 35 ans, les milléniaux, les générations Z, qui sont aujourd'hui cadres moyens ou plutôt des employés assez jeunes dans les entreprises, pour eux, on n'a pas besoin de les convaincre. Ils sont vraiment tout à fait intéressés par ces idées de partage et de collaboration. Mais c'est au niveau du COMEX, au niveau des patrons d'entreprise, il y a encore un peu de réticence. Et moi, ce que je vois venir, c'est qu'en fait, il faut faire une forme de reverse mentoring, comme on dit, où finalement, il faut donner le pouvoir aux jeunes collaborateurs de s'approprier de ces projets, Ces sujets-là. Et donc, c'est plutôt une approche qui serait beaucoup plus ascendante que descendante. C'est-à-dire que ce n'est pas le COMEX ou le patron qui va créer un grand programme de coopération B2B et ensuite l'implémenter. Ça ne va pas marcher. Par contre, ce que je vois dans les entreprises, c'est une dizaine, voire des centaines d'initiatives individuelles portées par des jeunes collaborateurs qui veulent, à leur niveau, faciliter le partage B2B ou la coopération B2B, qui ensuite peuvent passer à l'échelle avec l'apport, le soutien du COMEX et des PDG. Est-ce qu'on peut imaginer même de coopérer avec ses concurrents directs? Et dans ces cas-là, sous quelle forme, jusqu'à quel point? Certes, je vais vous citer un exemple très concret qui est pour moi le plus convaincant. Il y a un des plus grands fabricants dalles de moquette aux États-Unis qui a développé des propriétés intellectuelles en termes de produits qui sont carbone neutres. Donc non seulement carbone négatif, c'est-à-dire qu'ils ont développé d'abord des produits qui étaient carbone neutres et aujourd'hui ils ont développé des produits qui sont carbone négatifs, donc des produits qui captent plus de carbone durant le cycle de production qu'ils en émettent. Ils sont aussi en train de développer une usine qui s'appelle l'usine comme la forêt, qui s'inspire de la nature pour offrir des services positifs à l'environnement. Ça peut être de l'eau potable, ça peut être de l'énergie propre, générée comme dérivé du processus de fabrication, qui ensuite est offert gratuitement à la communauté locale. Donc une fois qu'ils ont développé des produits et des processus industriels qui sont vertueux, ils sont en train de considérer partager ces bonnes pratiques avec leurs concurrents. La raison pour laquelle ils veulent faire ça, parce qu'ils disent finalement on a besoin d'avoir au moins 2 ou 3 entreprises dans notre secteur qui soient avant-gardistes. Parce que si on est tout seul, ce n'est pas suffisant pour convaincre un client potentiel à acheter nos solutions, parce que c'est tellement des solutions de dernier cri que les clients vont être un peu conservateurs, quoi, et donc réticents d'acheter nos produits, quoi. Par contre, si on partage nos propriétés intellectuelles avec d'autres entreprises et qu'on arrive à créer 2 autres offres alternatives, ce sera beaucoup plus facile quand il y a par exemple un marché public ou un appel d'offres, de pouvoir répondre à cet appel d'offres, de sorte qu'effectivement, il y a 3 entreprises, notre entreprise et aussi 2 concurrents, qui effectivement offrent des produits qui seraient carbone neutres, voire carbone négatif. Donc l'idée, c'est effectivement d'augmenter la performance écologique de tout le secteur, de sorte que c'est tout le secteur qui devient attractif pour les clients de ce secteur. Merci beaucoup Navi Radjou. Je rappelle que vous avez publié le guide de l'innovation frugale, les 6 principes clés pour faire mieux avec moins.